On va commencer cette deuxième table ronde qui porte sur les politiques migratoires et droits fondamentaux avec Mehdi Alioua. J'ai pas envie d'écorcher votre nom, Alioua, non, c'est bon, qui est sociologue, enseignant, chercheur à l'Université internationale de Rabat et président du GADEM, qui est une ONG marocaine, qui est le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et des migrants. Il va nous faire une intervention sur les nouvelles politiques migratoires au Maroc. Il y a plusieurs textes législatifs en cours à travers le prisme des actions du GADEM au quotidien sur le terrain en termes de défense des droits des migrants. Puis après, je passerai la parole à Geneviève Jacques, qui est présidente de la CIMAD et donc qui revient de plusieurs missions, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le terrain en Libye, Égypte, Tunisie et Israël, et qui nous fera donc un retour sur la condition des migrants et les politiques migratoires dans ces pays. Voilà, je passe tout de suite la parole à Mehdi. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci de votre présence et surtout merci à la CIMAD, le partenaire historique du GADEM, sans qui peut-être n'existerions pas, ou en tout cas nous aurons mis peut-être un peu plus de temps à exister. Merci à ce cadre magnifique, à la Villa Méditerranée de nous accueillir et à l'IRIMO pour l'organisation scientifique de ce colloque. Ça me donne l'occasion de venir vous apporter le salut, le salam alaikum de l'autre rive de la Méditerranée, alors d'un pays qu'on ne voit pas sur la carte, qui a disparu, le Maroc, mais il existe bien, il est bien réel. Il a une profondeur aussi très polémique, une profondeur africaine à travers le Sahara. Bon, du coup, là, on l'a fait tout disparaître. On n'aura pas l'occasion de polémiquer, de savoir s'il y a un Sahara coupé, occidental, marocain. Bon, tant mieux peut-être. Revenons sur la mer, même si je dirais un mot quand même. Cette Méditerranée, pour nous, Marocains, elle est essentiellement occidentale. Et d'ailleurs, nous appelons le Maghreb l'Ouest. Nous sommes le western du monde arabe, si le monde arabe existe. Au Maroc, nous sommes majoritairement amazigophones et pas arabophones, mais bon, c'est encore un autre débat. Et nous avons une profondeur africaine très forte. Et notre lien entre la Méditerranée et l'Afrique de l'Ouest, essentiellement, est un lien extrêmement fort. D'ailleurs, moi, je préfère parler d'Afrique méditerranéenne. Alors, rapidement, je voudrais présenter d'abord, avant de parler de la politique actuelle marocaine, je voudrais parler un petit peu du GADEM qu'on a monté avec des amis, avec Anne-Sophie Vander qui est par ici, avec Hicham Rachidi qui a été le premier président et d'autres camarades. Nous avions commencé chacun différemment, nous sommes rencontrés au Maroc, chacun différemment. Moi je menais mes recherches de master, enfin je venais de terminer, j'allais commencer ma thèse sur les questions de l'étape marocaine de la migration transnationale des migrants subsahariens. Eux menaient des missions, notamment dans les camps, dans les forêts autogérées de Sebza, de Mililia, etc. Et nous avons vite compris qu'il y avait là matière à travailler ensemble et à défendre une certaine conception humaniste, universaliste de l'égalité et des droits de l'homme. Le GADEM, c'est d'abord la volonté de consolider l'état de droit au Maroc. Avant même de la question des droits des étrangers, avant même la question des relations euro-méditerranéennes ou euro-africaines, c'est d'abord défendre dans notre pays l'idée qu'on ne peut pas continuer en dehors d'un état de droit, en dehors du droit, et que l'arbitraire, ce qu'on appelle souvent en Méditerranée africaine la hugra, ne peut pas continuer de cette manière-là. Le deuxième élément, c'est l'idée qu'on juge aussi une société par rapport à la manière dont elle traite les étrangers. On a cette tradition, qui est bien sûr extrêmement parfois surannée, mais on a cette tradition au Maghreb de l'hospitalité. Alors l'hospitalité, ça dure 3 jours, on reçoit les gens 3 jours, après il faut qu'ils partent. Bon, mais malgré tout, cette tradition de l'hospitalité nous tient à cœur. Et on était très peinés de voir la manière dont parfois certains migrants originaires d'Afrique subsaharienne pouvaient être traités. Et donc l'idée, c'était de dire, mais on juge aussi une société de la manière dont elle fait place aux étrangers, de la manière dont elle est capable d'être hospitalière. Et quelque part, on savait bien, c'est un vieux concept de sociologie politique ou de philosophie politique, on sait bien que lorsque les statuts des étrangers bougent, c'est annonciateur de grands changements, de profonds changements sociaux. Et on savait bien qu'en défendant la question des étrangers, des droits des étrangers, au nom de l'égalité évidemment, ça permettait aussi de faire avancer l'ensemble de la société marocaine.
Dès qu'on a commencé, juste avant qu'on fonde le GADEM, il y avait aussi la question de l'asile. C'était une grande préoccupation, évidemment, pour la CIMAD et aussi pour tous nos camarades du côté nord-méditerranéen, européen, parce qu'il y avait cette tentative de créer des pays sûrs. Enfin, on entendait ça depuis Tampere, Amsterdam, 95, 97, 98, ça revenait systématiquement depuis Schengen. Et donc, la question de est-ce que le Maroc est un pays sûr, est-ce qu'on va externaliser l'asile, etc. Et nous, très rapidement, nous avons dit au GADEM, on ne peut pas séparer comme ça réfugiés et migrants. Les réfugiés sont des migrants, certes, ils nécessitent une attention particulière, peut-être à la limite une prise en charge humanitaire, mais on ne peut pas séparer dans une condition, en tout cas pour le Maroc, où les gens sont arrivés pratiquement par les mêmes routes, qu'ils arrivent d'Asie en traversant l'Afrique du Nord ou qu'ils arrivent d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale en traversant le Sahara. Ils sont tous arrivés par des routes compliquées, ils ont subi parfois même des violences ou des répressions, et donc on ne peut pas comme ça arbitrairement séparer les gens. Autre élément, par rapport à l'externalisation, beaucoup de prises de bec avec des camarades européens, notamment français, qui n'arrivaient pas à comprendre que nous, on défendait déjà une situation locale, sans être dupes évidemment de l'environnement régional. Nous n'étions pas des stratèges. Si certains, par le haut, certains politiques, certains décideurs maghrébins et surtout européens étaient dans une position géostratégique quasi militaire, d'endiguement, de pays sûrs, de pays tampons, de murs, etc. Enfin, tout un discours qui a très bien été décrit par d'autres. Nous ne nous situons pas du tout dans ce champ-là. Et donc, hors de question, pour gagner une guerre politique, d'abandonner sur le champ de bataille les gens. Pour le dire autrement, on nous a accusés, puisqu'on défendait le droit des gens, sur place au Maroc, de participer à l'externalisation, finalement, des politiques migratoires européennes, c'est-à-dire on sert l'intérêt de l'Europe, puisqu'on participe à fixer les gens au Maroc. Nous, nous étions extrêmement outrés de cette façon de concevoir, et on l'a dit clairement, on s'est exprimé là-dessus. Fort heureusement, en Europe, on pense plus, enfin, très peu de gens pensent encore comme ça, mais je tenais à le préciser, on ne peut pas concevoir la Méditerranée comme une ligne de front. Si on critique certains de nos dirigeants qui pensent comme ça, pourquoi nous, société civile, nous nous mettrions à faire de même? Et donc, cette question de la frontière nous permet aussi de dire les choses différemment, parce que l'Europe n'est pas un bloc monolithique. C'est vrai que c'est pas toujours bien compris, parce que le projet européen n'est plus trop un projet politique. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez mieux que moi peut-être. Mais malgré tout, du côté de la rive sud méditerranéenne, on a aussi un rapport avec l'Europe. On voit dans l'Europe une manière pour nous de faire avancer les questions des droits de l'homme dans nos pays. Donc, paradoxalement, si les frontières de l'Europe pénètrent à l'intérieur du Maghreb, du coup, pour cette fameuse externalisation, pour demander au Maghreb ou aux pays limitrophes en général de contrôler les migrants, d'empêcher les gens de sortir, etc., paradoxalement, cette frontière qui pénètre permet aussi d'utiliser les mêmes arguments démocratiques de l'Union européenne pour faire avancer certains projets. Et donc nous, sans vergogne, évidemment, nous soutenons les projets européens qui vont dans le bon sens, et de notre côté, nous critiquons. Nous faisons exactement la même chose, d'ailleurs, avec notre État marocain. Lorsque ça va dans le bon sens, nous soutenons, et lorsque nous n'aimons pas ce qu'il dit, nous exprimons sans aucune ambiguïté. Ça m'amène aussi, pour finir sur cette contextualisation rapide et du rôle du GADEM, ça m'amène aussi à parler des relations euro-africaines. Nous avons bien compris, peut-être parce que nous nous sentons très africains au Maroc, en tout cas moi je me sens africain, c'est comme ça que je me définis, et nous défendons cette idée-là d'une sorte de transversalité, si vous voulez, de l'Afrique de l'Ouest au Maghreb jusqu'en Méditerranée occidentale. Des fois, on a plus de liens entre le Maroc et le Sénégal qu'entre le Maroc et l'Arabie Saoudite. Je n'ai pas envie de dire des fois, j'ai envie de dire même souvent. Donc nous défendions un petit peu cet aspect-là. Et donc effectivement, la Méditerranée, pour nous, c'est simplement une deuxième mer intérieure, comme le Sahara est une mer intérieure. Hein, vous savez, le Sahara était même considéré par les Arabes comme une mer intérieure. Ils cabotaient, ils naviguaient exactement comme on faisait en Méditerranée, non pas d'île en île, ou de port en port, mais d'oasis en oasis. Hein. Ces oasis sont évidemment des constructions humaines. Et les liens commerciaux, etc., religieux étaient très forts. Juste un exemple, par exemple, vous connaissez tous le mot marabout en français, marabout, qui vient en fait de l'arabe mourabitin. C'était une tribu qui vient du fleuve Sénégal, qui a donné le mot ribat, qui veut dire le fort fortifié, d'où on porte le djihad. Et c'est eux qui ont apporté l'islam
de manière parfois violente, mais pas seulement, en Afrique de l'Ouest. Et donc on a un islam confrérique, si vous voulez, maraboutique, tout au long, depuis les rives méditerranéennes jusqu'aux profondeurs de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Ghana, etc. Donc il y a une cohérence, évidemment, la France, la francophonie, il y a tout un ensemble de choses qui font que nous nous sentons proches les uns des autres. Et donc le GADEM, dès le début, a participé à fonder un réseau euro-africain, le manifeste euro-africain pour la liberté de circulation, pour la lutte contre ces politiques migratoires qui veulent nous séparer et qui veulent nous réinventer des histoires. Monsieur Henry a beaucoup parlé de ce mythe méditerranéen. J'aimerais qu'on l'élargisse aussi à l'Afrique. Pour venir sur le cas du Maroc, on regarde juste le temps qui me reste, bon ça va. Pour venir sur le cas du Maroc, le GADEM a beaucoup joué sur la question, sur deux tableaux. Premièrement, faire avancer au niveau du plaidoyer la question des droits des migrants, comme je l'ai signalé, pour renforcer l'état de droit. D'un autre côté, d'analyser en fait les politiques publiques qui sont des politiques publiques, qui n'ont peut-être de politique que le nom, mais en tout cas elles ont des effets publics. Et nous les avons monitorés, nous les avons analysés, et nous avons de cesse de tenter de montrer combien elles participaient à créer une situation d'insécurité. Ce ne sont pas les migrants qui entraînent l'insécurité, ce ne sont pas les migrants qui entraînent le crime, mais c'est bien la répression, la prohibition qui entraîne des situations d'insécurité, de troubles à l'ordre public, de violences policières, et de là, on pourrait parfois même parler d'une forme de racisme d'État, et ça diffuse dans toute la société. Et donc, nous avons prévenu dès le début la société marocaine, dès le début, nous avons dit attention, à force de considérer que les migrants en situation irrégulière, ce sont les étrangers originaires des pays d'Afrique subsaharienne, autrement dit les Noirs, alors que les Européens, autrement dit les Blancs, sont beaucoup plus nombreux, et même être beaucoup plus nombreux à ne pas avoir de papier au Maroc. Donc, d'un coup, une vision totalement paradoxale. À force de stigmatiser une population, et c'est très facile puisque c'est lié à la couleur de la peau, on va entraîner des troubles à l'ordre public, on va entraîner une montée du racisme, c'est inexorable. Et donc le deuxième élément, après tout ce plaidoyer, cette assistance juridique que nous apportions aux migrants, etc., nous avons aussi un combat antiraciste auquel on tenait beaucoup, qui d'ailleurs nous a valu le fait que nous n'avons pas été autorisés. Hein, on a eu des bâtons dans les roues pour exister jusqu'à très récemment. On nous a demandé même d'enlever le terme antiraciste, mais non, il n'y a pas de racisme au Maroc. Les Européens qui sont racistes, nous ne sommes pas racistes, évidemment. Et donc, ce combat-là était dans l'idée, au plus de la question de l'état de droit, c'était bien sûr la question de l'égalité et du lien social. Bon, je suis sociologue, donc moi aussi, ça me tenait à cœur, cette question-là, et je voyais bien comment notre contrat, le contrat social marocain pouvait être abîmé, parce que c'est un contrat social fragile, basé sur tout un ensemble de compromis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais au moins un des compromis évidents, en tout cas aujourd'hui il est officiel, il a été officieux pendant longtemps, mais avec la nouvelle constitution il est officiel, c'est celui de la multiculturalité et du multilinguisme. De là à dire multi-religiosité, bon, peut-être qu'on y arrivera à le dire sans détour, mais clairement aujourd'hui c'est multiculturalité, multilinguisme. Et donc une société multiculturelle, multilinguistique ne peut pas commencer à stigmatiser une partie de population qui est sur son sol, à lui porter des coups de bâton, à la déporter sans aucun droit, sans que cela, à un moment ou à un autre, n'entache l'ensemble du contrat social. On disait aujourd'hui, vous tapez sur les plus précaires, les plus pauvres, les plus lointains, mais qu'est-ce qui empêchera ces gens-là, une fois que ce refoulé autoritaire revient, de le faire sur les autres Marocains? Bon. Je pense que cette position a été entendue. Pas parce que c'est simplement le GADEM, hein, nous avons travaillé en réseau avec beaucoup d'autres associations, etc. Cette position a été entendue. Il y a un contexte, on a parlé, 2010-2011, pour le cas marocain, 2011, c'est le mouvement du 20 février, une nouvelle constitution, etc. La consolidation de l'état de droit, le fait que les droits de l'homme sont totalement, dans leur universalité et leur indivisibilité, reconnus comme faisant partie de la nation marocaine, etc. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments extrêmement... l'égalité est reconnue, il y a tout un extrêmement progressiste et surtout... enfin, pour nous, nous étions très contents de cette avancée-là.
Ça a été entendu puisque, à partir de cette constitution, il y a eu une mise en place de ce qu'on appelle le Conseil national des droits de l'homme, qui n'a eu de cesse de travailler pour faire avancer les droits en général. Et il a monté un rapport qui a mis 2 ans à aboutir, tout de même, ce rapport, sur la situation des étrangers, notamment des Africains subsahariens, mais pas seulement, au Maroc. Ce rapport était sans appel. Il a montré clairement toutes les violences qui pouvaient s'exercer à l'encontre des migrants, les violences même commises par les forces de l'ordre. Par exemple, lorsqu'on arrêtait des gens sur les grillages de Sepsa Melilla, certains membres des forces de l'ordre leur cassaient les tibias ou leur cassaient les genoux pour pas qu'ils recommencent. En fait, des choses inadmissibles. Alors, fort heureusement, ce ne sont pas des choses qui sont systématiques, mais il suffit d'une fois pour... Bon, ça a touché beaucoup de monde et la décision était sans appel. Donc le chef de l'État, dans la nouvelle constitution, le chef de l'État est le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a pris la décision de changer radicalement de politique et de demander une politique plus humaine. Bon, maintenant, une fois que la direction a été donnée, à charge à la société marocaine de se mettre au travail et de trouver dans la voie gouvernementale, c'est-à-dire la légitimité des urnes, d'avancer sur ce projet-là. Or, la société marocaine n'était pas prête. Elle était prête à comprendre qu'on devait aller vers plus d'état de droit, elle était prête à comprendre qu'on devait traiter les migrants d'une manière plus humaine, elle était prête à comprendre que nous sommes une société multiculturelle, que le racisme, c'est pas bien, mais au point de dire mais on va régulariser les gens, on va les installer au Maroc, mais comment on va faire, sur quelles conditions, vont-ils devenir marocains, doivent-ils apprendre l'arabe, vont-ils se convertir à l'islam, les enfants vont-ils aller à l'école avec nous, avec quel argent, est-ce qu'ils vont bénéficier, pour ceux qui sont les plus pauvres ou les plus modestes, de l'assistance médicale, l'assurance maladie universelle, la RAMED, etc. Bon, et donc la société marocaine n'est pas prête et il n'y a pas eu de débat. Et donc, à charge à nous de faire en sorte que le débat aboutisse. Bon, n'empêche que la campagne de régularisation est en cours. Elle a été ouverte au 1er janvier 2013. Elle fermera au 31 décembre 2014. Elle fermera au 31 décembre 2014. Donc 1 an, moins un jour. Pour l'instant, à ma connaissance, on est à moins de 14 000 dossiers et à un peu plus de 400 cartes de séjour distribuées. Donc ce sont des chiffres effectivement très bas. C'est un peu d'ailleurs l'expectative, on ne sait pas sur quel pied danser, parce que d'un côté, on a envie d'accompagner ce processus intégrateur, intéressant, et innovateur pour les régions des pays d'émigration qui acceptent de devenir des pays d'immigration et qui acceptent d'en débattre sur la place publique. Et en même temps, on se dit, mais 13 000 demandes, mais si les gens ont fait l'effort de venir déposer leur dossier, vous leur donnez. On n'en parle plus. Il y a 100 000 Marocains chaque année qui sortent du territoire. Enfin, un peu moins ces 2 dernières années à cause des crises, etc. Même si les Marocains ont, au niveau migratoire, diversifié leur destination, 13 000, c'est ridicule, on leur donne, on n'en parle plus, quoi. Bon. En même temps, il y a aussi un manque de savoir-faire, il y a tout un débat sur la question des critères de régularisation, etc. Alors la société marocaine découvre cela. Elle ne découvre pas complètement cela, puisque nous avons à peu près 3,5 millions de nos ressortissants, et moi-même j'en faisais partie pendant 17 ans, j'ai vécu en France, qui vivent en Europe, et donc nous avons l'habitude de travailler de cette manière-là, et on a des réseaux de Marocains de l'étranger qui participent à nous aider pour pouvoir avoir les bons arguments, les bonnes méthodes au niveau en tout cas de la société civile ou des militants pour pouvoir faire avancer sur ces dossiers-là. Il me reste à peu près 5 minutes, très bien. Et donc de cette manière-là, nous avons monté une coalition qu'on a appelée Papier pour tous. Alors bien sûr, c'est de provocateur, puisque le nombre est si petit, le nombre de personnes à régulariser, que pourquoi pas leur donner le papier à tous. Bien sûr, c'est provocateur, puisqu'on veut bien comprendre que l'État souverain ait besoin de contrôler, savoir qui est là, etc. Mais puisque le chef de l'État a parlé, il a demandé une politique la plus humaine possible et la plus intégratrice possible, eh ben, pas de problème, tape là, on y va. Hein. Nous, on est prêt à travailler, on veut aller vers cela. L'idée, évidemment, c'est de montrer aussi au reste des pays européens que le Maroc n'est pas simplement un supplétif des forces auxiliaires, si on va le dire comme ça, de la sécurisation des frontières.
Alors nous sommes très attentifs parce que nous ne voulons pas non plus tomber justement dans le... Enfin, le risque, c'est qu'il y ait une possibilité de manipulation et que le Maroc, en fait, remplisse pleinement ce rôle de pays tampon. À travers les accords pour la mobilité, il y a un volet qui s'appelle réadmission. Donc, évidemment, c'est peut-être à ce moment-là un élément. Est-ce que c'est vraiment la mobilité si on commence à réadmettre des gens qui auraient peut-être vécu quelques années ou quelques mois au Maroc? On appelle ça transiter. Je pensais que le transit, pour moi, c'était dans un aéroport, hein, en quelques heures, au plus une journée. Bon, apparemment, quand on a vécu 3 ans au Maroc et qu'on passe en Europe, on a transité. Je ne savais pas. Bon, ok. C'est un transit un peu long, comme s'il ne se passait rien, comme s'il n'y avait aucune interaction sociale, comme s'il n'y avait aucune auto-influence des personnes qui sont au Maroc sur la société marocaine et inversement. Bon, en tant que sociologue, évidemment, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, le Maroc résiste pour l'instant, que ce soit du côté de la société civile, les partis politiques ou de l'État, sur les accords de réadmission, même si le Maroc a signé ces accords pour la mobilité. Nous pensons que la seule façon de nous en sortir, et l'État donne des signes encourageants vers là, c'est aussi de temps en temps de tourner le doigt à l'Europe. Pas complètement, nous sommes totalement européens indépendants, et plus précisément hispano- et franco-dépendants, surtout avec la France et maintenant l'Espagne, qui sont les deux principaux partenaires. Non seulement nous recevons en majorité des étrangers qui sont français ou espagnols sur notre sol, et de manière beaucoup plus importante, la majorité des Marocains vivent entre la France et l'Espagne, à l'étranger. Nous avons aussi des liens commerciaux, politiques très forts. Donc nous sommes très européens indépendants, notamment à travers ces deux pays. Mais de temps en temps, ça fait du bien au moins de tourner le dos et de regarder enfin notre profondeur africaine et regarder un peu l'Afrique. L'idée, évidemment, c'est d'avoir des partenariats très africains et pourquoi pas euro-africains. Ça a été évoqué tout à l'heure, ça se fait par le haut, par les États. On ne va pas laisser simplement au col blanc, enfin excusez-moi, c'est peut-être le terme des galvaudés, au costard cravate, vous appelez comme vous voulez, aux décideurs, aux décideuses de décider à notre place. C'est fini ce temps-là, c'est fini depuis longtemps. Évidemment, nous aussi, on va participer. C'est nous qui allons évaluer leur politique. C'est nous qui allons contester lorsque ça ne va pas. Et ce n'est pas eux qui prendront seuls les décisions. Il faudra qu'ils comptent avec nous. Et donc, en tournant le dos un petit peu des fois à l'Europe, nous essayons de construire des partenariats très forts avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, et à travers l'UJNA, le réseau l'UJNA, grâce à la CIMAD, etc. Nous avons comme une activité extrêmement forte pour mobiliser nos camarades. Je tiens à finir là-dessus. C'est pas pour déresponsabiliser l'Europe qui joue parfois un sale jeu, en tout cas Bruxelles ou les capitales des États membres, mais jusqu'à présent, ce n'est pas Frontex qui casse les tibias des gens aux frontières. Ce n'est pas Frontex qui jette les gens dans le désert au Mali ou en Mauritanie. Ce n'est pas Frontex qui crée des cadres de loi législatifs répressifs. D'accord ? Ce sont les autorités de ces pays-là. Certes, ils le font souvent avec la pression des pays européens, mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas besoin de pression pour inventer eux aussi, ou en tout cas s'inspirer de certains éléments pour pouvoir asseoir la répression et la domination. Et donc la résistance, elle se fait aussi localement. Elle ne se fait pas toujours, il ne faut pas toujours être aussi européen centré là-dessus. Et donc, évidemment, les pays du Mali, le Sénégal, la Mauritanie sont aussi investis et se transforment eux aussi quelque part. Plus cette frontière recule en pays tampon, et nous on dit banco, utilisons aussi ce recul pour les intégrer dans ce processus vers un plus grand état de droit et vers une plus grande coopération entre ces deux rives du Sahara, du Sahel et du Maghreb, de l'Afrique méditerranéenne. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce retour de terrain société civile marocain qui est vraiment précieux pour comprendre, avoir des clés de compréhension de la rive sud. Je vous passe la parole, Geneviève. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont venus pour essayer de ce travail de décryptage qui paraît tellement important dans le contexte mouvant dans lequel nous sommes. Je vais poursuivre avec la vision société civile que vient d'entamer Mehdi, mais en l'élargissant un petit peu plus vers la partie est de la Méditerranée. Mais avant, je voudrais vraiment dire qu'il me semble que ce coup de projecteur
sur les migrations dans l'espace méditerranéen est particulièrement importante pour 3 raisons. On pourra en trouver beaucoup, mais à gros traits. 3 raisons. D'abord, parce qu'il s'agit de mouvements dont l'importance et l'accélération est tout à fait notable, en particulier depuis 2011, depuis les révolutions, et je mets des guillemets, arabes. Deuxièmement, parce que l'impact de ces mouvements et des politiques migratoires est considérable sur les droits fondamentaux de dizaines de milliers, voire de millions d'hommes, de femmes dans cette partie du monde. Et puis, troisièmement, parce que le traitement, et Mehdi vient de le dire, le traitement ou le non-traitement ou la façon dont sont traités les demandeurs d'asile et les réfugiés et les migrants pose des défis aux sociétés civiles et à tous les acteurs des sociétés civiles qui sont engagés dans une construction d'un état de droit, dans le renforcement du lien social. Et donc c'est autour de ces 3 idées que je vais essayer de développer très brièvement, et alors vraiment à gros traits, quelques éléments de contexte avant d'illustrer dans 4 pays où j'ai eu le privilège de faire des missions récemment avec la CIMAD, en Tunisie, dans le fameux camp de Choucha et à la frontière avec la Libye, et très récemment en Israël et Palestine, et puis avec la Fédération internationale des droits de l'homme, en Égypte, à la frontière avec la Libye, et 2 fois de suite en Libye. Juste quelques très rapides, et vous me pardonnerez de manque de subtilité, quelques éléments de contexte, en tout cas qui me semblent très importants pour comprendre la situation et la situation déplorable et dégradée des migrants et des réfugiés dans beaucoup de ces régions. Il faut comprendre que, il me semble, que les mouvements migratoires qui sont traditionnels, on l'a vu ce matin dans cet espace méditerranéen qui de toujours a été un espace de mobilité, ces mouvements ont changé de nature et de stratégie, en particulier après 2011. Ils se sont traduits par 4 grands traits. Je vous propose le premier, c'est le constat. Il y a eu des déplacements et il y a des déplacements massifs de population. Pour ne parler que des réfugiés, il y a actuellement 2 500 000 réfugiés syriens, dont 98% sont restés dans la région. Dans la région, c'est-à-dire au Liban, 1 million de réfugiés syriens au Liban, pour un pays qui a 5 millions d'habitants, vous voyez, en Jordanie, en Turquie, et 135 000 environ en Égypte. Seulement 2% en Europe. Et puis, il y a aussi des réfugiés dont on parle peu, et j'y reviendrai, érythréens, soudanais, somaliens, qui font partie de ces guerres oubliées ou de ces États en faillite dont personne ne parle. Et puis, il y a aussi des mouvements massifs de migrants pour d'autres raisons que l'asile politique ou que les guerres, et qui ont, après le conflit du Libye, en Libye, ont représenté environ 1 million de personnes. Donc on n'est pas face à des phénomènes marginaux, mais face à vraiment des phénomènes de grande importance. Deuxième élément de contexte, c'est que suite à tous ces mouvements de population, on a assisté non pas à des politiques d'hospitalité, mais à une multiplication des frontières meurtrières à la suite du renforcement des mesures de contrôle. Ces frontières meurtrières, on les trouve au Maroc, entre le Maroc et l'Espagne, Ceuta, Melilla, entre le Maroc et l'Algérie, par où passent des migrants, je parle de ces frontières, entre l'Algérie et le Niger et toute la frontière saharienne, entre la Libye et tous ses voisins du Sud. Actuellement, c'est épouvantable. Entre l'Égypte et Israël, on y reviendra, entre la Grèce et la Turquie, et surtout la Méditerranée, qui devient une frontière meurtrière. J'ai lu, il y a 2 jours, un rapport
qui a fait la comptabilité du nombre de victimes de cette guerre aux migrants menée par le Nord, en tout cas inspirée par le Nord. Et je suis d'accord qu'il y a des complicités dans tous ces pays-là, mais inspirée par le Nord, et qui a fait, depuis l'an 2000, 23 258 000 morts dénombrés. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus, morts noyés, morts de soif, morts de faim dans le désert, morts de froid, morts dans les camions, etc. On est devant quelque chose qui ressemble vraiment à des effectifs de morts de guerre. Près de 24 000 morts dénombrés, sans parler de tous ceux qu'on n'a pas connus. Et c'est intéressant, et vous avez peut-être lu un article du Monde diplomatique qui note, souligne avec horreur que, alors qu'on compte méticuleusement tous les flux migratoires, il n'y a aucune comptabilité des morts en Méditerranée. Et vous savez, vous avez peut-être lu ce qu'a répondu une personne qui a préféré rester anonyme. Ah oui, mais on ne les compte pas parce que comme ils sont morts, ce ne sont plus des migrants. Troisième conséquence de cet élément de contexte, c'est que ces mesures répressives ont entraîné une très forte modification des routes migratoires traditionnelles, mais même de celles qui étaient plus récentes. Et un certain nombre de pays qui étaient des pays de passage, alors on les appelle les pays de transit, mais qui étaient des pays de passage, sont en train de devenir, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, des pays où les gens s'installent faute de pouvoir aller ailleurs. Donc des pays d'immigration aussi. Et ça crée des situations tout à fait nouvelles, des réalités nouvelles. Au Maroc, c'est le pays qui réfléchit le plus sur cette question, mais aussi en Algérie, qui n'a pas l'air de réfléchir beaucoup, en Tunisie, où ça commence un peu, et des pays où on ne réfléchit pas du tout, que sont la Libye et les autres pays, l'Égypte et Israël. Cette fermeture des frontières a entraîné toujours, conséquence de politiques de prohibition, on voit se développer les mafias. Et là, c'est clair qu'il y a un business criminel qui s'est développé, et les voyages internationaux de personnes en situation irrégulière sont devenus, l'organisation de ces voyages est devenue un business très, très rémunérateur et autour de toutes ces frontières. Et quatrième caractéristique ou grand trait de cet élément de contexte, eh bien, c'est le constat d'une dégradation de la situation des migrants, des demandeurs d'asile dans tous les pays au sud de la Méditerranée. On voit en effet une espèce de combinaison de plusieurs facteurs. Il y a d'abord cette criminalisation des migrants clandestins. On a horreur à la CIMAD d'employer le mot clandestin, mais je mets plein de guillemets, ce qu'on considère comme des non-invités qui arrivent et qu'on a assimilé pendant longtemps avec le terrorisme. Vous savez, c'était la lutte contre immigration clandestine et terrorisme. Donc, il y a une forme de criminalisation dans la façon dont ils sont perçus par la société et par les politiques qui ont repris l'approche sécuritaire qui était très largement imposée et inspirée par l'Union européenne, tétanisée, terrorisée par des risques d'invasion. Et puis aussi une absence de politique dans la plupart de ces pays. Le Maroc fait encore exception. Absence de législation protectrice des droits ou absence de législation tout court en ce qui concerne l'asile, par exemple. Et les réactions hostiles des populations dans des situations de crise, de malaise, de non-habitude, aussi des réactions hostiles. Tout ça combiné fait que la situation des migrants passe de situations où ils sont à peine tolérés et sans droit à des situations où ils sont régulièrement et gravement menacés, comme c'est le cas de la Libye, par exemple, ou d'Israël. Ce que je voudrais dire, pour terminer très rapidement ce contexte, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière les drames des morts en Méditerranée, où les médias se mobilisent, il ne faut pas oublier les conditions, que les violations des droits de l'homme
sont aussi très largement et concernent de dizaines de milliers, voire de millions de personnes dans tous les pays de la région. Alors, justement, quelles sont quelques illustrations sur quelques situations emblématiques et qui se trouvent que j'ai approché d'un tout petit peu plus près. Je commencerai par la Libye. La Libye qui a été pendant longtemps un espèce de trou noir parce qu'on ne pouvait pas y aller beaucoup et parce que Kadhafi n'était pas fréquentable, mais revêt une importance exceptionnelle et unique en Afrique du Nord, parce que c'est un pays qui a un besoin fondamental de main-d'œuvre étrangère. Dans un pays de 7 millions d'habitants, il y avait du temps de Kadhafi 2,5 millions de migrants. Et donc, ce n'est pas une question marginale du tout. Et la façon dont ces migrants ont été traités pendant toutes les 42 ans de la période Kadhafi peut être qualifiée de complètement erratique, entre des périodes où il les a accueillis, il a voulu accueillir à bras ouverts d'abord tous les Arabes, donc tous les Égyptiens et les Tunisiens ont pu venir sans visa. Et puis ensuite, il s'est fâché avec les Arabes. Ça a été une politique panafricaine. Donc les Africains du Sud sont venus également en masse. Et puis ensuite, il a voulu devenir ami avec l'Europe. Je vous fais des simplifications, hein. Et à partir de 2005, et donc il y a eu une politique de répression contre tous les migrants et qui s'est aggravée à partir de 2005. Ensuite, 2011, le conflit qui prend une forme violente, l'intervention de l'OTAN a multiples conséquences que nous constatons encore jusqu'à aujourd'hui, mais entre autres de provoquer la fuite de 800 000 migrants, c'est-à-dire de personnes qui n'étaient ni libyennes, qui n'étaient pas libyennes et qui ont fui la Libye. 800 000, c'est le plus grand exode de migrants, n'étant pas du pays de l'histoire apparemment. Et il y a aussi plus de 150 000 Libyens qui sont partis. Et de ce plus grand exode, les gens sont partis aux deux frontières, celle de la Tunisie avec ce poste frontière et ce camp de Choucha, et celle de l'Égypte avec Saloun. Les retours ont été... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens? Ceux qui pouvaient rentrer chez eux ont été rapatriés par l'OIM, aussi bien côté égyptien que côté tunisien. Ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient réfugiés ou qui ne pouvaient pas retourner dans un pays où leur vie aurait été en danger ont été traités, en tout cas sous la responsabilité du HCR. Et ce sont ces réfugiés ne pouvant pas rentrer chez eux qui ont polarisé beaucoup l'attention dans ces deux camps, où, en Tunisie et en Égypte, où ils se sont trouvés souvent coincés et oubliés par la communauté internationale. En Libye toujours, depuis 2012, depuis la chute de Kadhafi, dans les conditions que vous savez, les tentatives, les retours ont repris des subsahariens, pour la bonne raison qu'il y a de l'emploi en Libye. Malgré toutes les conditions épouvantables, les retours ont repris. Mais ce qui a repris surtout et ce qui s'est aggravé, c'est la traque contre les migrants, en particulier contre les migrants africains. C'est une répression vraiment incroyable partout. C'est l'enfermement dans des conditions où ne sont respectés aucun droit humain. Nous en avons visité plusieurs où les gens étaient derrière des barreaux, enfermés des jours et nuits sans sortir. Et en 2014, on a eu un cran supérieur. Ils utilisent, les milices utilisent le zoo de Tripoli pour enfermer les migrants. Et tout ça sur un fond de racisme, de xénophobie, qui a une longue histoire malheureusement en Libye et qui a été remontée. Ce pays, qui est un pays absolument inhospitalier pour ceux qui viennent chercher du travail et qui quelquefois en trouvent, exploités, etc., est un piège mortel pour
ceux qui ne peuvent pas prendre le risque de tomber aux mains des forces de répression, qui sont les milices, hein, s'il n'y a plus d'État en Libye, qui contrôlent en tout cas ça, et qui sont les demandeurs d'asile ou les réfugiés, en particulier d'Érythrée, de Somalie et de plus en plus de Syrie. Et pour cela, le piège libyen, dont on ne peut pas sortir du piège libyen sans prendre des bateaux en mer. Et notez bien, quand on regarde qui sont les morts en mer et qui sont les gens qui montent sur les bateaux, actuellement, la majorité des bateaux partent de Libye et sont remplis essentiellement de Syriens et d'Érythréens et de Somaliens, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas l'option de rester au Brésil, en Libye. Et donc, ce pays est un pays où peu de gens vont parce qu'il est dangereux, et c'est pourtant le pays où il y aurait environ 1 500 000, 1 800 000 migrants dans des conditions absolument épouvantables. Mais c'est aussi un pays qui reste un pays où on peut, un pays d'immigration possible. Et donc la vigilance par rapport à ce pays, où malheureusement il n'existe aucune organisation de la société civile qui s'occupe des droits de l'homme en général et des droits des migrants en particulier, reste très très grave et problématique. La Tunisie, on en a parlé tout à l'heure sur le plan politique, mais la Tunisie est un pays qui a été aussi très touché par l'onde de choc du conflit libyen. À son honneur, dans les premières semaines, les premiers mois, les Tunisiens de la région sud de Tunisie ont su accueillir les exilés qui sont arrivés à la frontière, ont su leur apporter du pain, de l'eau, etc., et les accueillir. Mais le nombre était trop grand. Il y a plus de 300 000 personnes qui sont passées par cette frontière. Et donc, c'est la communauté internationale qui s'en est occupée, encore l'OIM, le HCR. Mais la lourdeur, la lenteur a dégradé la situation au cours des ans, avec des tensions qui sont nées avec les populations locales et les réfugiés, où c'était plutôt des déboutés ou des gens qui n'avaient pas pu être reçus, réinstallés par le HCR. Et des tensions ont commencé à se dégrader avec le gouvernement aussi, qui avait promis de donner des titres de séjour et qui, à ma connaissance, ne les a pas encore donnés. Mais en matière de responsabilité européenne, je voudrais dire toujours ce chiffre que je ne peux pas m'empêcher de citer, c'est que le Haut Commissariat des réfugiés a fait un appel pour l'accueil des réfugiés, aussi bien en Tunisie, suite au conflit libyen, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte. Il y avait 3 500 réfugiés à réinstaller dans le monde. Eh bien, les deux principaux pays qui ont mené la coalition de l'OTAN, qui sont la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a pris 3 réfugiés, l'Italie 2, la France 1. Donc, les responsabilités sont vraiment très partagées dans la dégradation des situations que l'on connaît dans les pays du Sud. L'Égypte aussi a été tout à fait concernée par le choc libyen. Je n'ai pas dit pour la Tunisie, mais c'est valable pour l'Égypte aussi. Il y avait des centaines de milliers de travailleurs tunisiens qui étaient en Égypte et égyptiens qui étaient en Libye, et tous ces gens ont dû retourner, aggravant des situations d'instabilité et de chômage dans des pays qui eux-mêmes étaient en ébullition. Mais concernant les étrangers, l'Égypte, à la différence de la Tunisie, a laissé sa porte, la porte de la douane ouverte, mais pas plus loin. C'est-à-dire qu'elle a laissé les gens franchir la porte, mais à condition qu'ils restent sur la zone frontalière, physiquement sur la zone frontalière. Ils n'avaient pas le droit de mettre le pied dans l'État égyptien. Ce qui fait que c'est formé, et la Cimadi est retournée récemment, et moi j'y suis allé en 2011, un espèce de camp invraisemblable où des milliers de gens, dans une situation incroyable, attendaient qu'on trouve une solution internationale, puisqu'il n'y avait pas de possibilité en Égypte.
Et cette dégradation continue et des milliers de gens vivent dans des conditions insupportables. Autrefois, c'était par terre et maintenant, c'est dans des tentes, toujours avec une dégradation aussi des relations avec les populations locales. L'Égypte est également très touchée par les conséquences de la guerre en Syrie. Le nombre des réfugiés syriens a été augmenté par 5 entre 2012 et 2013. Il y en a actuellement 135 000 enregistrés. Mais, après une période d'accueil généreuse, la chute de Morsi s'est traduite par la militarisation du pays et une chasse aux sorcières contre les militants islamistes, et les Syriens en font les frais, et donc une politique beaucoup plus dure vis-à-vis des Syriens. Les visas leur sont imposés depuis juillet 2013, ils sont refoulés aux frontières, et donc une seule solution pour ceux qui se retrouvent dans le piège syrien, c'est de prendre la mer. Et c'est donc la deuxième grande population que l'on trouve dans les bateaux qui prennent la mer actuellement. Et puis il y a un troisième que je ne peux pas m'empêcher de souligner, parce qu'on en a entendu parler en Israël aussi, eh bien c'est l'enfer du Sinaï. Là encore, c'est la conséquence des politiques européennes, de fermeture des frontières et donc de ces routes de plus en plus difficiles, les routes migratoires qui ont changé. Les fermetures européennes, la Libye qui se ferme à partir de 2005, le passage à travers l'Égypte vers Israël est devenu une alternative possible. Et en tout cas, pour des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés, de demandeurs d'asile plus exactement, en provenance de la Corne de l'Afrique, qui n'étaient pas très bien vus en Égypte et qui ont fait ce chemin-là. Et là a commencé l'histoire de l'enfer du Sinaï. Sous pression, et alors ils sont donc commencés à entrer en Égypte. Comme c'est très dangereux ce passage, ça a été de plus en plus organisé et de plus en plus entre les mains de gangs criminels. Je pense qu'il n'y a pas d'autre dénomination. Il ne s'agit pas de passeurs, il s'agit de gangs criminels qui sont trouvés un bon moyen de se faire de l'argent en extorquant des sommes extraordinaires pour permettre le passage en Israël. À partir de 2008, l'État israélien a fait des pressions sur son allié égyptien pour qu'il arrête tout ça. Oh là là, je suis trop longue. Il y a eu des dizaines de morts. Et puis, en fin 2012, eh bien, Israël a construit un mur infranchissable de 270 km de long, 5 mètres de haut. Moralité, alors qu'il y avait plus de 10 000 passages par an entre 2010, 2011, 2012, il y en a eu 59 en 2013. Donc le passage est complètement bloqué. En Israël, la situation dans ce pays est trop souvent oubliée ou négligée dans nos présentations, dans nos analyses. Or, sur les questions de migration et de réfugiés, ils font aussi partie du même tableau. Mais ils ajoutent à la complexité sécuritaire et de l'instabilité, ils ajoutent une autre complexité, c'est la logique identitaire. Depuis, actuellement, là, quand nous y étions, il y a une quinzaine de jours, il y a un mois, il y a actuellement environ 56 300 demandeurs d'asile en provenance essentiellement d'Érythrée et de Somalie, et les officiels israéliens les appellent des infiltrés. Ils ne leur reconnaissent pas la possibilité de demander l'asile, ils n'ont pas le droit à obtenir un droit au travail ni un droit au séjour, et ils sont depuis peu enfermés dans un immense camp qui est à la frontière au milieu du Sahara, au milieu de nulle part, non pas du Sahara, du Sinaï, et dans un immense camp qui s'appelle Cholot, qui est soi-disant un camp ouvert, c'est-à-dire qu'il faut pointer 3 fois par jour et que vous êtes libre entre-temps de faire ce que vous voulez, mais c'est au milieu du désert. L'objectif clair et revendiqué par Netanyahou, c'est de décourager les gens ou leur faire les conditions tellement épouvantables qu'ils accepteront
alors pas de rentrer chez eux puisqu'ils ne peuvent pas rentrer en Érythrée ou en Somalie ou au Soudan, mais d'accepter des retours volontaires, alors voyez les guillemets, vers l'Ouganda, avec lequel Israël a pris des accords d'agrément pour accueillir contre quelques contreparties économiques et militaires des personnes renvoyées d'Israël. Voilà, et donc les conséquences d'une politique de plus en plus ethno-nationaliste expliquent le traitement qui est fait aux demandeurs d'asile, sans parler du traitement qui est fait aux travailleurs asiatiques qui ont remplacé les Palestiniens, aussi bien en Israël que dans les territoires occupés. Dans ce contexte, la défense des droits des migrants et des demandeurs d'asile est ou devrait être une urgence dans les pays du Sud et solidairement pour nous. Parce qu'il y a et Mehdi avait raison de dire, il ne faut pas renvoyer toute la responsabilité à l'Europe, mais il y a une vraie co-responsabilité des gouvernements à laquelle doit correspondre une co-responsabilité et une coopération des sociétés civiles. C'est ce que nous essayons de faire à la CIMAD, par exemple, à travers ce projet qui a commencé depuis 6 ans et qui a pris le nom depuis 2012 du projet Lujna Tunkaranke et qui regroupe des associations dans 6 pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest autour de ce triple objectif de permettre l'accès aux droits à ceux qui en sont totalement privés, de changer les attitudes, les regards dans la société, dans des sociétés qui ne sont pas prêtes à être des sociétés d'accueil, voire même de transit, et de développer des actions de plaidoyer pour changer des politiques nationales et aussi des politiques et en coopération avec les organisations européennes, les politiques européennes, voire les politiques régionales, CEDEAO, etc. Les exemples, je vais juste les nommer. Le GADEM, c'est le plus ancien, peut-être le plus développé au Maroc. En Algérie, on a très peu parlé aujourd'hui de l'Algérie. C'est un pays où le travail des associations est de plus en plus difficile, réprimé, où la situation des migrations, le thème des migrations est ultra sensible, où les organisations de défense des droits de l'homme sont plus surveillées que jamais, et donc défense des droits des migrants, c'est pratiquement impossible. Et à part quelques avocats courageux ou quelques organisations qui s'occupent des haragas essentiellement, c'est-à-dire des Algériens qui essayent de s'en aller, il n'y a que quelques organisations qui s'occupent, comme notre partenaire Rencontre Développement, des maisons d'accueil social et solidaire sur le chemin, mais sans pouvoir faire beaucoup en matière de plaidoyer. En Tunisie, là, c'est beaucoup plus développé, et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a développé un département spécial pour les migrations et développement, et on les a vus très actifs pour la défense des oubliés du camp de Choucha, très actifs dans les actions de plaidoyer pour un changement de politique migratoire, et aussi, et parce que la Tunisie est un pays de départ en Méditerranée, très actifs alors dans les campagnes comme Boat for People, ou bien dans le soutien aux familles de disparus en mer. Il y a aussi cette réalité de dizaines de milliers de familles qui n'ont pas entendu parler, ou des centaines en tout cas, de familles qui n'entendent plus parler de leurs enfants disparus en mer. Et puis, dans notre mission en Israël et Palestine, nous avons pu rencontrer des associations israéliennes minoritaires qui essayent à la fois d'accueillir, de défendre le droit des exilés, de les accompagner, ceux en particulier qui sont passés par l'enfer du Sinaï et qui ont été torturés, et d'essayer de faire changer la politique de leur gouvernement avec beaucoup, beaucoup de difficultés. En conclusion, la situation des migrations dans toute cette région est un enjeu géopolitique fondamental pour tout le bassin méditerranéen. Ces mouvements migratoires, ces mobilités représentent, et la façon dont elles sont
elles sont empêchées, elles sont contenues, avec tous les risques mortels que ça existe, représentent un enjeu géopolitique considérable actuellement. Mais, on l'a vu, les pays, la plupart des pays ne sont pas prêts à comprendre, ou en tout cas ne comprennent pas que cet enjeu est aussi un enjeu pour leur propre politique démocratique ou construction d'état de droit, comme on l'appellera. Et donc, il n'y a pas de politiques qui sont encore en place. Dans ces pays aussi, on l'a vu, les sociétés civiles qui ont des multiples priorités, n'ont pas encore cet enjeu, cette prise de conscience des questions migratoires. Mais nous pensons et nous estimons que le temps des changements, et peut-être le Maroc commence à donner l'orientation, le temps des changements pour passer de politiques répressives à d'autres types de politiques est peut-être venu. Et en tout cas, ça justifie tout ce qui renforce, essaye de renforcer, et c'est ce à quoi nous sommes engagés à la CIMAD, les coopérations entre acteurs des sociétés, avec des acteurs des sociétés civiles du sud de la Méditerranée et du nord. C'est le moment de renforcer les coopérations, c'est le moment de faire des campagnes communes, c'est le moment de parler de cette situation, et puis aussi c'est le moment, et c'est l'objet de cette journée aujourd'hui, de réfléchir et d'essayer de décrypter des situations qui sont très changeantes. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont mobiles, mais il y a aussi tous les rapports de force qui sont en grand changement. Et je crois que c'est ça qu'on va essayer de faire tous ensemble aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour ce retour de terrain précis, riche, passionnant, même si pas très réjouissant parfois, mais qui en tout cas nous appelle à rester vraiment vigilants sur toutes ces questions de migration dans l'espace méditerranéen. Il nous reste quelques minutes. Pardon d'avoir volé les minutes de débat. Pour peut-être une ou deux questions. Voilà, on ne va pas trop traîner. Surtout que cet après-midi, vous pourrez éventuellement poser d'autres questions à nos deux intervenants qui sont Claire Rodier et Antoine Pécou et qui vont intervenir sur le business sécurité et droit à mobilité en Méditerranée. Voilà, mais on va prendre des questions. Ah oui, je t'en prie, Marie-Dominique. Oui, en fait, quelques compléments sur les apports donnés par Geneviève, notamment sur l'Égypte, parce qu'effectivement, la CIMAD a, en 2013, réalisé une mission en Égypte avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et effectivement, quand on était au Caire, en fait, on a constaté que le taux de réinstallation depuis le Caire accordé aux réfugiés avoisinait 1%, et que les procédures pouvaient prendre jusqu'à 10 ans. Donc voilà, des délais relativement déraisonnables. Effectivement, tu évoquais le réfugié réinstallé par la France depuis le camp de Choucha. Depuis Saloum, sur les 2000 réfugiés en attente de réinstallation, aucun n'a été réinstallé ni par la France ni par la Grande-Bretagne, pourtant principaux acteurs dans la coalition. Et effectivement, les prisons égyptiennes, en fait, on a eu l'occasion d'aller à la prison de Kanater, au nord du Caire, et les prisons égyptiennes sont pleines de demandeurs d'asile et de réfugiés qui, pour la majorité, languissent aux côtés de détenus de droit commun. Les démarches, en fait, pour faire sortir les demandeurs d'asile et les réfugiés des prisons sont extrêmement longues et extrêmement difficiles, d'autant plus que le Haut Commissariat pour les réfugiés n'a pas accès aux prisons en Égypte. Et d'autant plus que depuis 2011, un décret qui est passé donc, du ministère de l'Intérieur égyptien interdit les ressortissants érythréens et éthiopiens de recevoir des visites en prison. Voilà. Merci. On va prendre une ou deux questions. Si vous pouvez vous présenter. J'ai le micro. Avant de poser la question, ça pourrait être pas mal. Pardon ? Si vous pouvez vous présenter. Éventuellement, si vous en avez envie, hein, bien évidemment. Pas de souci, pas de souci. Je suis Abdelrahim Bourkia, je suis chercheur en sciences sociales et journaliste. Donc, ma question est pour Mehdi Aliwa. Donc, exactement, j'aimerais bien savoir quels sont les moyens employés pour mettre en œuvre cette nouvelle politique migratoire au Maroc. Et ma deuxième question, c'est aussi comment vous procédez. Donc, vous vous basez sur quoi exactement
pour mener vos enquêtes? Est-ce que vous focalisez exactement sur les récits de vie des migrants subsahariens, donc, ou uniquement sur des enquêtes de terrain? Et la troisième question aussi, donc, j'ai cru comprendre que vous parlez exactement d'un laxisme de l'État marocain. Donc, est-ce que cela concerne uniquement votre association ou ça concerne d'autres acteurs de la société civile au Maroc? Donc, ça fait 3 questions. On en prend une. Je crois qu'il y avait une ou deux autres mains. On prend toutes les questions d'un coup. Oui. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, Simon Abervière de la CIMAD. J'ai juste une question qui m'est venue en écoutant les deux interventions très intéressantes, mais sur la question d'échelle. Quand on voit les chiffres donnés par Geneviève, on est en centaines de milliers, et au Maroc, on arrive à 14 000 régularisations, d'après ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez une explication à ce jeu d'échelle? Merci. Devant. Merci. Puisqu'on parle de nombre, je voulais savoir combien de personnes ça concernait, les pseudo-retours vers l'Ouganda à partir de l'Israël. Encore une ou deux questions? Non, c'est bon? Mehdi, peut-être tu commences? Oui, merci. C'est Borkaya pour vos questions. Je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit le laxisme des autorités? Non. Oui, pardon. Parce que moi, en tant qu'acteur associatif, donc j'aimerais bien que les choses se passent d'une manière rapide. J'aimerais bien avoir des résultats. Donc, je suis sensible à la question et tout. Donc, j'aimerais bien que les choses se passent ultra rapidement. Donc, parce qu'il faut agir en urgence et tout. Donc, vous m'avez bien compris? Oui, j'ai bien compris. D'accord. Alors, c'est difficile parce que la priorité du Maroc, et vous le savez très bien, c'est pas la priorité des étrangers, fut-il dans une situation, dans des situations compliquées. C'est d'abord celle des citoyens marocains. Ça peut-être une explication des questions d'échelle dont vous parlez. Le Maroc est un pays pauvre, en tout cas un pays riche qui comporte beaucoup de pauvres, on va dire ça comme ça, avec peu de richesses naturelles en réalité. C'est une société riche au niveau travailleuse, etc. Et pour prendre un terme marxiste peut-être un peu galvaudé, mais au Maroc c'est une vraie réalité, nous avons un lumpenprolétariat immense, et donc des gens qui sont prêts à vendre leur force de travail pour une bouchée de pain font légion. Et donc quelle concurrence peuvent apporter des gens un peu plus pauvres? C'est un peu difficile. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ne sont pas si nombreux. Et l'urgence pour les Marocains, c'est d'abord de traiter la question de régions qui sont très enclavées, de poches de pauvreté, etc. Bien sûr, nous, on n'oppose pas ni au GADEM, et on se bat pour ne pas opposer, en tout cas ne pas faire de concurrence entre les catégories de gens, puisqu'on ne veut pas faire de concurrence entre les catégories d'étrangers. Pourquoi faire des concurrences entre les étrangers et les Marocains? C'est pas ça le propos. C'est pour une société plus inclusive en général. Donc on s'est souvent vu accuser, mais pourquoi vous vous occupez des étrangers, pourquoi vous vous occupez des Africains noirs et vous ne vous occupez pas de votre propre frères et sœurs marocains, pourquoi vous ne vous occupez pas des handicapés? Et moi je dis à chaque fois, mais c'est très bien, allez-y, on vous soutiendra pour une société plus inclusive, une société plus égalitaire. Sur les questions des récits de vie, etc., je pense que c'est une question que vous faites aux chercheurs et pas à mon engagement citoyen. Au GADEM, nous ne procédons pas forcément sur le récit de vie, on travaille sur les témoignages, récolte de données. On a aussi comme mission le renforcement des capacités des acteurs eux-mêmes. On n'est pas dans une situation coloniale où on va parler à la place des gens. Et donc, on a participé à faire émerger, et d'ailleurs, on en a très peu participé parce qu'ils se débrouillent très bien tout seuls, des leaders communautaires ou militants au Maroc, qui d'ailleurs ont voyagé, sont maintenant en France ou ailleurs, et qui défendent le droit des migrants eux-mêmes. Donc, les migrants, on les met sur le devant de la scène, on ne parle pas à leur place, et ils participent eux-mêmes à faire remonter tout ensemble d'informations. Concernant moi, mes travaux sociologiques, ce sont les travaux d'ethnographie. Oui, je travaille essentiellement sur l'observation accompagnante et les récits de vie. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais revenir sur 2 points. La question des chiffres, Simon. Là, on parle,
ces chiffres énormes concernent essentiellement des mouvements de réfugiés qui sont dus à des conflits. Et ce n'est pas dans la région ouest. C'est la Syrie, avec, comme je vous le disais, 2,5 millions de personnes, et les conséquences, et Érythrée, Somalie, etc. Et puis, deuxième effet de masse, ça a été la Libye, parce que c'était un pays d'immigration qui, d'un coup, s'est vidé de 800 000 de ces migrants. Alors, ça a fait des grands masses de gens qui ont fui. Les autres, les passages à travers le Sahara qui peuvent, et en provenance de l'Afrique de l'Ouest, ça n'a jamais été par centaines de milliers, ou tout simplement parce que ça c'est pas possible, je pense, compte tenu des conditions de dangerosité des traversées. Ensuite, en ce qui concerne les retours en Ouganda, il faut dire que jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à l'époque où nous étions, début mars, fin février, début mars, les autorités israéliennes et ougandaises refusaient de reconnaître qu'il y ait eu un quelconque accord. Ce sont des journalistes et ce sont des Érythréens qui ont témoigné à partir de l'Ouganda qu'il y avait effectivement plusieurs dizaines de personnes qui étaient arrivées en Ouganda. C'est très très récent, hein, ça date de la fin janvier, ça vient simplement de commencer. On sait simplement qu'il y aurait des accords contre du matériel agricole et des armes. Ceux qui partent par désespoir de ces camps au sud d'Israël, il y en a qui partent vers la Turquie ou vers la Jordanie ou vers d'autres pays, puisque Israël n'est définitivement pas une option. Et quand vous regardez la carte, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont des options dans la région. Pour des Érythréens ou des Somaliens, etc. On a entendu dire, ou j'ai lu, qu'un certain nombre tentaient de passer par la Turquie. Mais c'est le piège. C'est le piège impasse dont on sort difficilement. Mais pour le moment, l'Ouganda, c'est quelques dizaines de personnes. On prend une dernière question. 2-3 dernières questions rapides. Voilà, les réponses rapides et hop. Oui, bonjour, Samia Chabani de l'association Ancrage à Marseille. Moi, je voulais savoir si, précisément au Maroc, vous travaillez le lien entre les populations, enfin la diaspora, comme on qualifie aujourd'hui les Marocains à l'étranger, et la façon dont on accueille les étrangers au Maroc. Parce que je crois qu'il y a un lien très fort à faire entre les mobilisations collectives des immigrés et il y a pas mal d'initiatives qui sont portées par la plateforme euro-marocaine notamment ou d'autres initiatives. Et je voulais savoir si le CCME s'était exprimé sur cette question, le Conseil consultatif des Marocains à l'étranger. Merci. Bon, je vous remercie pour vos éclairages. Je m'appelle Bintou. Ma question elle s'adresse à Mehdi. Vous nous dites, est-ce que le gouvernement a mis en place des critères de régularisation? Si oui, lesquels? Y a-t-il de différence entre les hommes et les femmes? Et ma seconde question, je ne sais pas si j'ai bien par contre pris mes notes, sur les 13 000 ou 14 000 demandes, vous nous avez dit qu'il y a 400 demandes qui ont abouti. Et sur les 400, combien y a-t-il de femmes? J'aimerais savoir. Et bon, j'en ai une dernière, je ne sais pas si j'ai droit ou pas. J'ai droit? Merci. Ok, je vais quand même. Et ma toute dernière question, c'est concernant les partenariats euro-africains, donc, dont on parle tant. J'aimerais savoir,
Pensez-vous qu'il ne faut pas les repenser, ces partenariats? Et à qui vraiment profitent-ils, ces partenariats? Est-ce favorable pour les migrants? Si oui, voilà. J'aimerais bien savoir si vous pouvez bien repositionner. Voilà. Merci. Bonjour, alors William Pousse de l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables. Alors moi j'ai un chiffre qui m'a frappé, c'est l'1 million de réfugiés au Liban pour un pays aussi petit, avec donc si on pourrait avoir quelques clés, quelques informations dessus. Voilà. Très bien, merci pour vos questions. Sur la question bien sûr, en fait, au Maroc, je vais le dire comme ça, au Maroc, la question migratoire est quelque chose de très politique. C'est un objet politique et depuis plusieurs années, non seulement c'est un objet politique institutionnel ou institutionnalisé, avec bien sûr toutes les possibilités d'instrumentalisation, mais c'est devenu aussi un objet de débat au sein de la société marocaine. Le Maroc est une grande société migratoire, des migrants, plus de 5 millions de ressortissants dans le monde. Et donc forcément, ça a eu un impact très rapidement lorsqu'on a expliqué aux Marocains que ce que subissaient parfois les migrants étrangers sur notre sol étaient les mêmes brimades, les mêmes répressions que d'autres Marocains ont pu subir ailleurs. N'oublions pas aussi la question du sang, et beaucoup de migrants africains noirs savent le traiter en disant peut-être que ma peau est noire de peau, mais quand mon sang y coule, il est rouge comme le vôtre. Et n'oublions pas que les Marocains sont encore aujourd'hui la nationalité qui meurt le plus, même si de moins en moins les Marocains prennent ces voies dangereuses, meurent le plus en Méditerranée. Et donc, évidemment, ils sont des compagnons d'infortune. Il y a un sentiment fort bon. Et sur les questions de société civile, oui, depuis le début, le soutien sans appel de la TMF, enfin, je ne vais pas citer tout le monde, mais de tout un ensemble d'associations d'ONG en France ou ailleurs, d'émigrés marocains ou d'émigrés maghrébins, on a toujours eu le soutien et on bénéficie de leur savoir-faire, tout ensemble de réseaux, etc. Et ça se passe bien. Sur le côté du CCAME, ça c'est l'autre partie de votre question, c'est la partie institutionnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que le CCAME, même si c'est la partie institutionnelle, même si de ce côté-là de la Méditerranée, c'est mal perçu, parce que c'est perçu comme une tentative d'instrumentalisation des Marocains à l'étranger, or les Marocains ont envie d'être électeurs éligibles, ont envie d'être traités non pas comme des citoyens de seconde zone, mais comme des citoyens à part entière, même s'ils ne résident pas sur leur sol. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très politique aussi au Maroc, la question migratoire. Du coup, le CCAME est mal vu. Mais du côté marocain, le CCAME est vu de la société marocaine comme, au contraire, progressiste, ouvert sur le monde, faisant émerger cet ensemble de débats. Et ils ont soutenu depuis le début, à travers des colloques, des financements de réunions, etc., un langage, à travers un langage aussi, tout ensemble d'actions de lutte contre le racisme ou de lutte pour le droit des migrants. Il ne faut pas oublier que le président du CCAME, qui l'est toujours, même si c'est devenu le président du CNDH, M. Dalès Eliazemi, et à qui on doit le rapport et à qui on doit aussi le changement de politique au Maroc. Sur les critères de régularisation, il y en a 5. Je ne voulais pas m'attarder là-dessus pour ne pas être technique. Merci Bintou pour votre question. Mais ils sont trop restrictifs. Mais en réalité, ce ne sont pas les critères... un critère restrictif, mais c'est la manière dont ils vont être observés. Bon, on préférait que les critères soient les plus ouverts possibles, mais ce que nous on demande, c'est que au moment où on va examiner la demande, on le fasse dans un esprit d'ouverture, humain, etc., d'inclusion, et bien sûr la question des femmes, et on a défendu ça, on a défendu cette façon de voir. La question des femmes est sensible, et on aimerait que ça se passe mieux. Sur les un peu moins 400 cartes de séjour distribuées, je n'ai pas vraiment les chiffres, nous n'avons pas encore les chiffres exactement de savoir le nombre de femmes. Ce que je sais, c'est que c'est largement insuffisant, et même du côté de l'État, ça commence un peu à paniquer, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont annoncé des grandes choses, et ils font la publicité à l'étranger, et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le mettre en œuvre.
Et donc, ils sont pris aussi à leur propre piège. Et ne vous inquiétez pas, on sait aussi appuyer là où ça fait mal pour faire avancer le droit. Et pour finir sur le partenariat euro-africain, moi, je ne sais pas ce que font les grands de ce monde. Hein. Je suis rarement convié, voire jamais en fait convié. Je sais pas ce qu'ils font. Mais du côté de la société civile, bien sûr, c'est quand même des partenariats qui sont extrêmement forts. Nous, ce que l'on ne veut pas, ce que nous ne voulons pas, c'est que ce partenariat se fasse sur le dos des Africains subsahariens. Or, nous sommes en train de voir se monter tout un ensemble de partenariats à travers le Maroc, etc., ou d'autres pays, pour mieux mieux extérioriser comme ça. Donc la Méditerranée, c'est bien, mais la prochaine frontière, c'est le Sahara. Bon, nous, on se bat depuis le début pour justement ne pas être dans cette optique-là. Et je pense que les signes de l'État marocain, je pense que la tournée du roi du Maroc en Afrique était pour donner ces signes-là, de dire comptez sur nous aussi pour ne pas, là je parle donc d'un chef d'État, donc des grands de ce monde, comptez sur nous pour ne pas être simplement des supplétifs d'une vision sécuritaire européenne. Donc maintenant, on sera vigilant, hein, on ne lâchera pas l'affaire. Merci Bintou. Alors on va conclure, donc juste pour conclure, concernant la question sur les réfugiés syriens au Liban. En fait, comme on n'a pas énormément de temps, je vous invite à consulter, comme ça je fais un petit peu de pub, la revue Confluence Méditerranée, dans laquelle, donc c'est l'avant-dernier numéro consacré aux migrations méditerranéennes, dans laquelle Geneviève Jacques a écrit un article sur la Libye, dont elle a parlé dans son exposé, et suivi d'un article de Vincent Gesser, qui est chercheur à l'IFPO, spécialement sur la question des réfugiés libanais, syriens au Liban. Et je crois qu'il n'y avait plus d'autres questions.